honnêtement, la veille, c'est un sous-pilier du métier de RecOps, à rester en permanence à l'écoute de ce qui se fait. Si tu fais ça en plus de ton job de recruteur, c'est pas ton taf de documenter ce que tu fais. Tout vit dans ta tête et quand tu t'en vas, la boîte a perdu tout ce savoir et toute cette connaissance. Je pense que les échecs sont très importants dans le RecOps. C'est là qu'on apprend, qu'on améliore ses process, etc. Est-ce que un meilleur onboarding accélère le premier recrutement des recruteurs qui viennent chez nous? Bienvenue dans TamTam. Je suis Léo Bernard, le co-créateur de Blendy, la formation recrutement pour passer au niveau supérieur. Ce podcast, sponsorisé par Tim Taylor, te permet de découvrir les meilleurs conseils et tips activables par les personnes qui recrutent, comme mes invités, pour les personnes qui recrutent, comme toi. Bonne écoute. Je suis trop heureux d'inaugurer avec cet épisode une série de 5 épisodes de TamTam sur le RecOps. RecOps, c'est un mot qui pop de temps en temps depuis quand même une bonne dizaine d'années, mais qui est encore plus clé aujourd'hui qu'il ne l'était avant. On va revenir tout au long de l'épisode sur la définition de Chloé et de ce que c'est. C'est un concept recrutement qui, selon moi, en tout cas, va redéfinir le métier ces prochaines années. Dans la plupart des équipes de recrutement dans le monde, il n'y a pas de RecOps. D'ailleurs, on ne connaît pas beaucoup de RecOps au coin de la rue. On connaît plus de postiers, de facteurs que de RecOps. Mais dans l'équipe de mon invité du jour, ils sont une petite dizaine. Et ça, du coup, c'est franchement unique. Et donc, je suis honoré d'avoir Chloé dans le micro de TamTam aujourd'hui, qui va être la première à parler du coup de ce thème de RecOps. J'en ai 5 épisodes qui vont arriver sur la chaîne de TamTam. Chloé, c'est une recruteuse super badass et méga geek qui aime faire les choses différemment, faire les choses mieux, et ça tout le temps. Et disclaimer, du coup, avant qu'on commence l'épisode, qui est aussi, comme moi, est une amoureuse des chats. Et donc, si vous en avez en arrière-plan, des bruits de grelots, des bruits de chats qui jouent et aussi des chats qui parlent. Tu pourras nous raconter, Chloé, pourquoi tes chats parlent. C'est normal et tout va bien, ce n'est pas un bug de montage. Bienvenue à toi, Chloé. Comment ça va? Bonjour Léo, comment ça va? Écoute, ça va super. Au moment où tu me dis ça, ton chat passe devant la caméra, j'adore du coup. Est-ce que tu veux donner le nom de tes chats pour les gens qui nous écoutent si jamais ils veulent avoir de la minerie dans leurs oreilles? Oui, alors j'ai Sabriel qui a 5 ans et j'ai Lilith qui a 4 mois et demi. Trop Voilà, et mignon. qui donc, comme tout chaton, est une pile nucléaire. Évidemment. Et qui nous accompagneront pendant cet épisode. Est-ce que tu veux, toi, en 2 minutes, te présenter pour les gens qui te connaissent pas, Chloé? Oui, bien sûr. Alors, je suis Chloé, je suis française, mais j'habite en Irlande depuis 2008 et je travaille dans le recrutement depuis 2010. J'ai été recruteuse pendant 10 ans avant de passer sur un poste 100% RecOps il y a 5 ans, moins de 2 mois. Voilà. Et depuis, je fais du RecOps de manière quotidienne. C'est mon job, je suis programme manager. J'aide les recruteurs à faire mieux leur travail plus facilement. Très bien. Et t'as résumé un peu la philosophie du RecOps. Dans d'autres métiers, t'as les sales ops, etc. Enfin, c'est des métiers où ton but n'est pas de faire ce métier en tant que tel, mais d'aider tes collègues qui le font à mieux le faire. Donc, t'as très bien résumé la philosophie derrière. Avant qu'on se lance dans le vif du sujet, il y a un petit icebreaker que je te propose. Donc, je t'ai envoyé un petit lien. Le principe, c'est qu'on se pose chacun une question tour à tour. Donc, moi, je t'en pose une première, tu me répondras, et ainsi de suite. Si on fait ça 2 fois, 2 allers-retours. Et après, du coup, on pourra commencer. La première que j'ai pour toi, en plus, elle est sympa celle-ci. Dans quel jeu vidéo tu aimerais passer une journée? Alors, dans ce à quoi je joue à Diablo 3. Après, probablement que Stray, ce serait plus agréable. De fou. Pour ceux qui connaissent pas, Stray, un jeu où on incarne un chat, donc c'est quand même ça te colle en effet. J'aime bien la ref, très belle référence, Stray. Je te laisse Ça du me coup, paraît plus ouais. agréable. Ouais, de fou, je suis d'accord. C'est plus agréable que Diablo. Diablo, c'est un peu hardcore quand même. Une vie dans Diablo, t'as pas envie d'y rester. Mais c'est bien pour se défouler. De fou. Alors, à toi, quelle est la chose que vous ne pouvez pas jeter? Les livres, impossible. Genre, je sais, On va je pas sais jeter pas. des livres quand même. Non, mais t'as des gens qui les donnent en boîte à livres et tout, et j'ai du mal à faire ça. Genre, j'essaye de les garder quand même au maximum. C'est très très difficile à se séparer. Mais ce que tu te dis, un jour peut-être je le lirai, genre quand je serai vieux à la retraite. À tous les coups, non, mais bon. Deuxième question pour toi. Un animal te suivra maintenant tous les jours, toute la journée. Tu peux choisir lequel. Quel est ton choix? Je pense que le choix est déjà fait. J'ai des chats. Nice. Donc, de toute façon, en fait, t'as même pas le choix. C'est même pas un choix qu'elle fait, c'est eux qui ont choisi de te suivre d'ailleurs. Voilà, j'ai même pas pu les enlever du bureau pour l'enregistrement, donc c'est mort. Fair enough. Et je t'ai du coup posé la deuxième et dernière question, et après on pourra passer dans le cœur du sujet. Alors, c'est encore sur les livres. Quel Eh livre a ben, eu un grand impact sur ta façon de penser?
Il y en a un que j'ai adoré, il s'appelle Super Thinking. C'est un livre très chouette sur en gros des modèles mentaux. Donc tu sais, souvent quand tu es bloqué dans une situation, tu sais pas trop quoi faire et en gros ça te dit bah tu poses tout à plat, un peu comme ça te donne des matrices, ça te donne des sortes de formules à faire et autres. Donc ça s'appelle Super Thinking. Ça a été écrit par un Français qui vit aux États-Unis et c'est hyper intéressant. Super Thinking. Je mettrai le lien en description pour les gens que ça intéresse et je te le conseille à toi Chloé, il est vraiment très chouette. Toi en plus avec ta logique Récop, tu devrais adorer ce livre. Il pourrait vraiment pas mal te plaire, je pense. Je vais essayer. C'est une bonne transition du coup donc vers le récolte. On parle, j'ai peut-être dit 4 ou 5 fois ce mot depuis qu'on enregistre. C'est quoi pour toi, hein, c'est la première partie, c'est qu'est-ce que c'est le récops, qu'est-ce que c'est et selon ta définition, en gros, qu'est-ce que selon toi, c'est quoi le récops? Alors, RecOps, ça veut dire Recruiting Operations, déjà, si les gens sont pas au courant. Quand je parle aux gens qui en ont jamais entendu parler, je leur dis que c'est comme DevOps, mais pour le recrutement, parce que C'est généralement, ça, ils ont entendu parler de 1, 2, de 3, de DevOps, voilà. Euh, Honnêtement, je suis pas sûre qu'il existe véritablement une définition commune du RecOps. C'est souvent un peu fourre-tout. Ça englobe des choses assez différentes comme l'opérationnel, la coordination, tout ce qui est employer branding ou le recruitment marketing selon comment on en parle. Mais pour moi, enfin, c'est ce que je disais quand je me suis présentée, le RECOPS, c'est euh, le noyau dur qui permet aux recruteurs de bien faire leur travail. ouais. Ça recouvre tout ce qui est process, outils, systèmes, conformité, réglementation. C'est pas sexy, mais c'est important. Et plus largement, tout ce qui va faciliter, structurer, optimiser le travail des recruteurs. Je vois vraiment ça comme une fonction d'enablement. Et je sais que souvent on oppose RecOps et enablement, alors qu'en fait, ça pourrait juste être Ouais, la même chose, enfin, c'est la un même gros équipe sujet. quoi. Voilà, merci. Mais pourtant, dans des équipes, tu vois, on parle des fois de sales enablement qui, grosso modo, font un peu le même job que les sales ops. Donc, pourquoi opposer, en effet, ces deux termes, quoi? Je pense que enablement, ça pourrait recouvrir tout le RecOps. Euh, mais RecOps n'est pas seulement enablement. C'est Oui, un peu ok. comme les contrats et les conventions. Euh, Je vois ce que tu veux dire. Mais trop intéressant. Et du coup, enfin, tu vois, genre, ça, enfin, si tu mets une boîte qui est une boîte Recops et une boîte ce n'est pas Recops, tu mets quoi dans ces deux boîtes? Qu'est-ce qu'en est et qu'est-ce qu'en est pas? Qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce qu'il n'y en est pas? Je dirais que la coordination, c'est pas du RecOps en tant que tel, c'est du support au quotidien. Et je sortirais aussi tout ce qui est employer brand marketing parce que, pareil, c'est c'est des sujets ils travaillent sur des sujets qui peuvent être vachement plus impactants que juste le RecOps. Mais par contre, ils ont besoin de nous, donc on est des équipes qui ont une relation très étroite parce qu'ils ont besoin de nos systèmes pour mesurer l'impact de ce qu'ils font, pour analyser les sources de candidats, suivre la performance Ouais. de leur campagne. Et donc, on est un partenaire privilégié pour qu'ils aient accès à la bonne data et aux bons outils. Mais le RECOPS en lui-même, c'est pas juste du support opérationnel, c'est beaucoup plus central et on structure, si on veut, l'écosystème du recrutement euh, via notre équipe. Hmm. Ouais, bah, t'as vraiment ce côté, comme tu dis, tu mets en place les outils, tu mets en place les systèmes pour que du coup tes recruteurs et tes recruteuses bossent bien. Mais du coup, alors, question peut-être facile ou pas, je sais pas, mais est-ce que tu peux faire des récops sans récops? Genre sans personne attitrée dans ton équipe? Parce que moi, tu vois, allez, le commun des mortels travaille dans des entreprises où il n'y a pas de fonction récops à part. Est-ce que tu peux du coup avoir la fonction récops sans avoir du coup une personne qui est à temps plein sur ce sujet-là? Bien sûr, et c'est comme ça que j'ai commencé dans le RECOPS. T'as toujours quelqu'un dans l'équipe qui est bon avec la TS, qui est bon avec le reporting. Oh, il a fait des super visualisations de ce qu'on fait, etc. Euh, et donc, c'est souvent comme ça que le RECOPS se fait. T'as plusieurs personnes qui s'occupent des sujets RECOPS, Ouais, en plus de leur travail quotidien qui est le recrutement, et qui souvent ne sont objectivés que sur les recrutements et pas du bien tout les sûr. missions RECOPS. Et alors, mon opinion controversée, c'est que c'est pas super pour le futur. Parce que quand la personne s'en va, et tout le monde s'en va, hein, on est en 2026, hein, personne va faire sa carrière dans le même poste, dans la même boîte toute sa vie, c'est mort. Quand cette personne s'en va, on perd énormément en connaissances, en savoir, en process, parce que si tu fais ça en plus de ton job de recruteur, c'est pas ton taf de documenter ce que tu fais et ça a tout vide dans ta tête. Et quand tu t'en vas, et ben, la boîte a perdu tout ce savoir et toute cette connaissance et tout ce qui était lié à ça. Donc c'est Hmm. pour ça que honnêtement, je recommande d'avoir quelqu'un de dédié.
Ouais, si on peut en effet avoir le budget pour et autres. Et tu vois, moi souvent, je recommande des fonctions ECOPS qu'à des équipes qui sont au moins 10, 15 recruteurs, recruteuses. Sinon, c'est, enfin, trop, en dessous, c'est pas assez. Et les gens peuvent, enfin, les managers et les directeurs, directrices du recrutement à qui on parle, nous, peuvent pas se battre pour un temps plein complet quand ils ont des petites équipes de recrutement. C'est pas possible. Mais ce que tu dis, c'est au moins, tu vois, genre, acter que telle personne, 50% de son temps, c'est du RECOP, 50% de son temps, c'est du recrutement. Et pas, comme tu dis, le faire en plus parce que sinon, tu fatigues cette personne-là alors que enfin, c'est quelque chose en plus d'hyper intéressant et là c'est novateur et c'est pas gratifiant de faire quelque chose comme ça où tu te bats et tu fais des process, des outils, tu testes des nouveaux trucs et personne te dit merci quoi. Non, puis personne te dit merci, et puis surtout, tu prends pas le temps de faire les choses véritablement bien et de documenter ce que tu fais. Mhm. Et là, je pense que c'est clairement un trou dans le futur qui arrive juste qui va arriver. C'est juste, ça va être ça, et ça va être un problème dans le futur, alors que ce qu'on fait dans le RECOPS de manière principale, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas de fuite plus tard. Voilà, si on veut, c'est ça. Hmm. Donc, si on veut véritablement avoir des recruteurs qui continuent à faire du RECOPS à côté, il faut Ouais. les objectiver sur le RECOPS et s'assurer qu'ils le fassent de manière aussi structurée qu'ils font leur recrutement. Hmm. Oui, et du coup, que ce soit vraiment, enfin, que tu puisses effectivement évaluer ça, parce que sinon ça marche pas. Et du coup, bah, j'avais pas forcément prévu d'en parler, mais c'est intéressant d'avoir ça, ton avis. Tu dis les objectiver. Comment tu pourrais objectiver du coup des récops si demain, admettons, tu vois, genre, allez, j'ai une boîte avec une équipe de recrutement de 20 personnes qui me dit je veux un récops ou un récops part-time, recruteur part-time, sur quoi je l'objective? Ça, c'est la grosse question. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on le fait? Mais après, c'est pas très difficile non plus. Enfin, c'est difficile de mettre des KPIs en tant que tel, mais tu peux mettre des KPIs sur le nombre de projets qui ont été faits, qui ont été finis, le taux d'adoption. Même si le taux d'adoption, on le contrôle pas, donc c'est pas très juste comme KPI, mais bon, on fait ce qu'on peut. Mais regardez ce qui a été amélioré, si les recruteurs ont passé moins de temps à faire X ou Y, c'est là-dessus qu'on va regarder. Ok. Oui, c'est comme tu dis, c'est dur parce que tu saurais pas. En plus, il y a tellement de facteurs, enfin de force en présence quand tu évalues un recrutement que tu saurais pas dire si c'est que l'impact du RECOPS qui a aidé ou pas. Il y a tellement d'autres choses derrière que c'est très compliqué. Donc je comprends ce que tu dis là, quoi. C'est plus du quali que du quanti que tu vas aller vérifier, Voilà. enfin, Et principalement, quoi. l'impact à long terme du RECOPS Oui. est très présent et c'est difficile à quantifier quand on regarde bah, sur le dernier trimestre, tu as fait X, Mhm. Y, Z, mais tu as aussi bouché des futures fuites qu'on n'aurait pas vues avant 3, 6, 12 mois. Mhm. Je suis 100% d'accord avec toi. Pour du coup, parce qu'il y a des gens qui écoutent et qui disent, mais j'ai toujours pas compris, c'est pas super clair. Je comprends le principe du RECOPS, mais c'est quoi? Genre, aller une journée type ou genre des missions type, tu vois, que fait un ou une RECOPS? Alors, et sans classification particulière, hein, c'est juste comme ça m'est venu, voilà. Mhm. Ouais. Donc, je pense qu'il y a tout ce qui est onboarding et enablement. Donc, Mhm. quand on embauche des nouveaux collaborateurs dans l'équipe recrutement, le RECOPS a une fonction principale de les former de manière homogène avec des outils, des process, des méthodes, du savoir, parce que les connaissances sont pas nécessairement toujours au même niveau. Donc, nivelé par le haut là-dessus. Après, tu as tout ce qui est système et technologie, tout ce qui est le stack, etc. Donc, bah, les trouver, les implémenter, les configurer, tout ça, en faire que ça marche, que ça fonctionne, surtout quand ils sont liés les uns aux autres Oui, et c'est toutes ça. les intégrations qui jouent là-dessus. On a nos process, évidemment, c'est important les process, et c'est bien de centraliser parce qu'en fait, plus l'équipe grandit et plus tout le monde va avoir ah, mais moi je fais comme ci, moi je fais comme ça. Mais il n'y a rien qui est véritablement nivelé aussi et ajouté de manière correcte. Évidemment, tu as tout ce qui est data. On aime la data. Hein. Une fois qu'on a une fois qu'on a le stack Ouais. qui est bien configuré, normalement, la data suit. Voilà. Et donc après, qu'est-ce qu'on en fait de la data? Tout le monde n'est pas bon pour la data, donc faire en sorte que ce soit visualisable, que ce soit en libre service pour les managers, pour les recruteurs, que tout le monde puisse l'utiliser pour piloter bah, son activité au quotidien et pas juste ah ouais, en fait, on a fait quoi le quarter dernier? Voilà. Euh, et mon truc préféré, donc tout ce qui est conformité, réglementation, compliance, voilà. Mais c'est pas sexy, je m'en occupe beaucoup parce que j'ai un master en droit. Euh, et ça, les recruteurs voient pas la valeur ajoutée immédiate. Donc, personne n'en veut, personne ne veut le faire. C'est Mhm. embêtant. Et pourtant,
un, on n'a pas le choix. Et puis deux, c'est souvent l'une des missions du recrutement qui fait que personne va le voir. Ça va passer complètement sous le radar jusqu'à ce qu'il y ait une couille dans le potage. Parce que là, j'ai vraiment pas d'autre expression parce que c'est vraiment le. Voilà. Il y a un truc terrible qui va se passer. Et là, on va se dire, mais pourquoi on n'a pas fait ça? Bien sûr. Non, mais et puis tu vois, on en parle de plus à l'heure aujourd'hui de l'IA. Tu sais, on parle beaucoup de tout ce qui est shadow AI, des gens qui utilisent n'importe quoi, n'importe comment, qui ne s'occupent pas de la sécurité de ce qu'ils mettent en place, qui font du vibe coding et qui lancent des trucs sans s'assurer qu'il n'y a pas des fuites, etc., etc., etc. Et donc, du coup, à l'heure d'une IA qui va être dans tous les process, avoir de la compliance là-dessus et surtout de la sécurité, c'est hyper important. Enfin, tu vois, moi, je mets dans ce que tu me parles, quand tu parles de conformité de régulation, je mets aussi la sécurité dedans. Parce que c'est la base, 100%. s'assurer que t'es pas enfin, même ta cybersécurité, tu vois, genre, enfin, tu as des grosses machines énormes que tu vas mettre en place, faut pas que tu aies de failles derrière. Il y a quelques jours, il y a un acteur majeur, une CVTech, qui se fait hacker une partie des profils, tu vois, enfin, faut faire hyper gaffe à ce genre de choses, ça va très vite. Et du coup, ouais, c'est marrant parce qu'il y a qu'une juriste qui peut dire, moi j'adore la conformité et la règle enfin, de formation, tu vois. Mais du coup, ça joue de fou par rapport à un RecOps qui serait plus côté modernité, tool, outils, IA. Toi, du coup, tu dis, attention, non, le truc qu'il faut faire en premier, c'est ça en fait. Et j'adore. Mais l'un n'empêche pas l'autre. De fou. Mais Je ça, crée tu commences des par ça. custom GPT voilà, de manière quotidienne. Mais je l'ai fait en pensant que ben, il faut faire attention parce que voilà, c'est important. Bah, non, mais de fou, et 100%, et il faut les deux, et pas oublier ce côté sécurité qui est hyper important, et compliance. Tu dirais, est-ce que là, ce que tu as décrit, c'était toi ta vision du RecOps dans d'autres équipes RecOps que tu connais, dans d'autres entreprises? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que chaque équipe RecOps se ressemble? Chaque pratique RecOps se ressemble? Est-ce qu'il y a en gros un noyau commun, et après, est-ce qu'il y a des différences par rapport à whatever? Oui, il y a toujours un noyau commun qui est le fait de s'assurer que les recruteurs sont enabled. Donc, ils ont tout ce qu'il faut pour aller toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort. Ça, c'est le tronc commun. Mais après, la maturité de l'équipe RecOps et la maturité de l'équipe et comment elle a été formée va jouer énormément sur qui fait quoi, comment. Voilà. Et moi, je viens d'une entreprise où ça fait 5 ans que je suis dans l'équipe RecOps. Donc, du coup, Ouais. j'ai vu plein de choses, j'ai vu plein de succès, plein d'échecs, beaucoup d'échecs. Je pense que les échecs sont très importants dans le RecOps. C'est là qu'on apprend, qu'on améliore ses process, etc. Évidemment, ça va être complètement différent si on vient d'une équipe qui est toute petite, qui a été, où on a, même pas toute petite, si on vient d'une équipe où la première personne a été un manager avec des process qui étaient bien formés, bien réglementés, bien préparés, et qui a ajouté à son équipe par rapport à une équipe où bah, la première personne, c'est un recruteur qui a recruté parce qu'il fallait recruter vite. Mhm. Je pense à mon expérience dans une startup où c'était ça. Euh, et puis, bah, ah ouais, au fait, il faudrait peut-être un ATS parce que la spreadsheet, ça suffit plus. Donc, bah, qu'est-ce qu'on prend? Bah, on prend l'ATS où le CEO a des contacts, donc il nous faut un prix, voilà. Donc, est-ce qu'on regarde véritablement? Non, pas Ouais. vraiment. Voilà. Et puis après, ah bah, ça fonctionne vraiment plus maintenant qu'on a 12 hiring managers. Donc, il faut mettre un process en place. Voilà. La personne qui va faire le récops dans cette équipe-là, elle va se retrouver à faire des choses drastiquement différentes par rapport à la personne qui a fait du récops dans une équipe où, dès le départ, on a mis en place des process, des outils, un raisonnement sur qu'est-ce qu'on a acheté, pourquoi, dans quel but. Ça va être drastiquement différent. Voilà. Hmm. Trop bien. Dernière question sur la première partie de la définition, c'est tu prends ma place pour répondre à cette question. Où moi, tous les clients conformes nous demandent des fois quand je parle de RecOps, oui, mais à partir de combien dans l'équipe il me faut un RecOps? C'est la question qui revient, mais genre tout le temps. Tu répondrais quoi à ça si tu étais en face d'un DRH d'une grande boîte? Alors, on pose toujours cette question. Dès que je parle de récops, on me pose la question. Toujours, hein, ça revient tout le temps. Hmm. Mais oui, parce que mais c'est là on a oui, mais combien est la capacité? Il faut combien? Il faut comment? Bah, je pense que la question est pas une question simple à laquelle on peut dire X, Y, Z. Ça va être une question d'analyse sur qu'est-ce qui est fait dans cette entreprise, dans cette équipe. Et on en revient sur, bah, c'est toujours des recruteurs qui font des missions récaps en plus. Donc, pour moi, il faut vraiment se poser et prendre le temps d'analyser quelles sont ces missions récaps qui sont faites par les recruteurs, combien, combien de temps ils passent,
sur ces missions et qu'on détaille véritablement par semaine, par mois, par trimestre, par an. Hmm. Et honnêtement, si on arrive à un moment où on a plus de 40 heures par semaine, enfin 40 heures, je pense 40 heures parce que je suis en Irlande, mais mettons 35 heures en Oui. France ou 39 heures, bah dans ce cas-là, je veux dire, le calcul, il est très très vite fait, où bah oui, il nous faut quelqu'un, parce que les recruteurs, leur force principale, c'est de recruter des gens. Hmm, hmm. Donc si on les met pas, si on les objective pas sur le RECOPS, si on fait pas ce dont on a parlé plus tôt, bah dans ce cas-là, c'est un futur manque à gagner pour l'équipe de ne pas avoir un RECOPS permanent et Oui, à donc temps tu plein. as plein de questions à te poser, plus que, enfin, c'est pas combien, à partir de combien j'en mets, c'est pourquoi, comment, et tu as des équipes où en effet, enfin, tu vois, où ça servirait à rien, sans citer de clients, mais j'en ai qui sont des grosses boîtes, qui n'ont même pas d'ATS, qui n'ont rien du tout, et qui sont tellement à la ramasse que en fait, même un Recops ne voudrait pas faire ce rôle-là dans cette entreprise-là, parce qu'il y a trop de choses à faire, en fait. Et t'en as, c'est l'inverse, ils sont déjà tellement avancés que c'est peut-être pas forcément nécessaire de le faire, parce que sans s'en rendre compte, tu as aussi des managers d'équipe recrutement qui ont une fibre Recops et qui mettent en place plein de choses et qui assument ce rôle. Donc, il y a plein de choses qui existent, quoi. Ben 100%, enfin, après, mais ça dépend aussi combien de temps on a pour le faire C'est en ça. tant que manager recrutement. Est-ce que bah, tu as vraiment 10 heures par semaine à dédier au RECOPS? Mm, mm. Je suis 100% d'accord avec toi. On va passer du coup à une deuxième partie. J'ai assez hâte, c'est tu vas parler de cas concrets, tout ce que tu as mis en place. Comme ça, les gens qui écoutent vont se dire, ok, je comprends ce que c'est, je comprends l'émission. Pour les gens qui découvriraient, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui vont découvrir et ce terme et les pratiques de RECOPS. Ça, du coup, j'ai fait un hors-série d'ailleurs, le 5 épisodes par rapport à ça. Mais avant ça, on a une petite parenthèse avec le premier jeu, il n'y en aura que deux, t'inquiète pas. Premier jeu de l'épisode, c'est le tu préfères. Donc tu connais sûrement le jeu tu préfères, que tu joues peut-être en soirée, le Would You Rather. Et là, donc le but, c'est que je te donne deux choix. Donc c'est un dilemme et je te laisserai me dire ce que tu choisis entre les deux. Tu préfères quoi? Est-ce que tu préfères un monde où chaque entreprise a une personne qui fait du RECOPS, mais c'est pas une personne humaine, c'est un agent IA RECOPS. Donc du coup, toute entreprise est dotée d'un RECOPS, mais c'est un agent IA. Ou alors, un monde où aucune entreprise n'a de personne qui fait des RECOPS. Donc du coup, désolé, mais ton job saute dans ce monde-là. Mais tout le monde utilise un outil magique, genre le LinkedIn du RECOPS, qui te permet de faire en fait ce que tu fais avec un outil, mais tu as quand même un humain derrière qui contrôle. Qu'est-ce que tu préfères entre ces deux mondes? Mais c'est pareil, non? C'est un outil magique et un IA. T'en as un où en fait, alors t'en as un où c'est genre en gros personne n'en a, enfin pardon, je recommence. T'as un monde du coup t'as une personne qui est officiellement récop, mais dans l'organigramme, mais c'est un agent IA. Donc du coup tu lui parles comme une personne et c'est vraiment genre tu sais le futur. On sait pas trop envie si on a envie de ce futur ou pas. Et t'en as C'est un deuxième Skynet. où personne ne sait exactement, c'est 100% Skynet. Où t'en as un deuxième, c'est on sait même pas ce que c'est le terme récops, mais en gros tes outils sont tellement bons qu'ils permettent de le faire tout seul. Ah, si les outils étaient tellement bons qu'on n'ait pas besoin de nous, ce serait cool, hein? Tu préfères ça? Tu préfères autre chose? Tu ferais quoi demain si t'étais plus récops? Je ferai de la cybersécurité. J'étais sûr que tu allais sortir une réponse comme ça. Je m'attendais, compliance ou cybersécurité. Ça tirait très. Tu peux faire de l'OSINT même, c'est rigolo l'OSINT. Genre, c'était tellement le truc le plus marrant à faire, quoi. Mais voilà, Euh, mais je fais ça depuis 3 mois en stage dans notre équipe interne. de l'OSINT ou de la cybersécurité? De la cybersécurité et donc de l'OSINT. Et donc de l'OSINT. Ouais, trop trop stylé, trop marrant. Bon, écoute, on a bifurqué vers ça, mais si quelqu'un dans ton équipe t'écoute et se dit, tiens, faut que je transforme Chloé en full-time cybersécurité, ils vont pouvoir le faire. Partie 2, du coup, j'aimerais bien qu'on revienne sur des cas concrets. Donc, je t'ai demandé de préparer grosso modo 3 cas concrets que tu avais mis en place chez Datadog. Chaud que tu m'en parles on va commencer par le premier, de quoi il s'agit. C'est quoi ton cas concret? En gros, le but, c'est qu'est-ce que tu avais comme situation avant que tu arrives et que tu mettes en place quelque chose? Qu'est-ce que tu as mis en place et quels sont les résultats? Parfait. Bah alors le premier, c'est le premier quand je suis arrivée chez Datadog qui m'est venu, c'est l'onboarding des recruteurs, des sourceurs et des coordinateurs, donc des nouveaux collaborateurs dans l'équipe recrutement en général. Je t'interromps, Donc tu quand je suis arrivée, continues. C'était combien de personnes pour voir le volumétrique? T'en demandais combien de personnes à peu près par semaine, par mois? c'était super variable. Ok, Et mais- c'était un peu ça le problème, c'est d'accord, que ok. des fois j'embordais une personne et des fois j'embordais 5 personnes, mais je me retrouvais à faire l'onboarding toutes les semaines de manière super chaotique et c'était chaotique, hein, c'était Ouais. juste ça et ça prenait énormément de temps et à l'époque on était deux, hein, donc voilà. C'était juste pas c'était pas gérable Ok. de continuer ça.
Et en fait, quand je suis arrivée, 3 semaines plus tard, on a été en train d'implémenter un CRM en plus de notre ATS. Donc mes 3 premières semaines, bah, c'était bien. J'ai fait tous les trainings avec les vendors en live, avec les recruteurs. Donc voilà, c'est des trainings, c'est généralement long, hein, quand on implémente un nouvel outil. Donc c'est des trainings qui font 4 ou 5 heures en tout. Et puis bah voilà, on a lancé le CRM et là, bah, il y avait des nouvelles personnes qui donc n'avaient pas ces 5 heures de training. Puis c'est quand même très difficile de faire regarder 5 heures de vidéo de training live à des gens. Et les managers faisaient leur petit training comme ils voulaient, enfin voilà, et puis ça dépendait beaucoup bah, du temps, des forces, des faiblesses des gens. Il y en a qui étaient très bons sur le sourcing, donc qui étaient là-dessus, des gens qui étaient très bons sur LinkedIn, donc c'était là-dessus. Mais en fait, il n'y avait rien qui était uniforme. Tu pouvais te retrouver avec des gens qui avaient des niveaux de formation, de compréhension des Hmm. process complètement, voilà, du tout ou rien, alors qu'ils avaient été embauchés la même semaine. Voilà. Et donc là, j'ai fait, ouais, bon, voilà, ça fait beaucoup quand même. Moi, je peux pas faire ça toutes les semaines. Donc, on va mettre en place un truc. Donc voilà, donc c'était la première itération, ça a été de faire, bon bah voilà, maintenant on va faire commencer les gens à 1 semaine par mois, voilà, et on fera les trainings cette semaine-là. Donc c'était la première itération, et après on a fait, je crois qu'on est à la 4e ou la 5e itération au point où on en est, mais l'idée c'était de faire une véritable académie de l'équipe recruiting, où tout le monde aurait la même formation sur les outils, les process, qui fait quoi, et comment le Hmm. faire. Voilà. Et une formation sur tout ce qui est protection des données de manière générale, qui couvre bah, aussi pas mal bah, la conformité, la Ouais. compliance, mais aussi la cybersécurité, parce que bah, c'est important dont on fait ça. Donc maintenant, tout le monde a le même tronc commun en même temps. Donc ça a été bah, le premier cas concret. Après, c'est poser la question de comment est-ce qu'on mesure l'efficacité ou Hmm. des trucs. Voilà. Ouais, mais avant la mesure, tu vois, moi je me pose deux questions sur ça. La première, est-ce que ça refait faire l'onboarding aux gens qui étaient déjà là pour s'assurer que du coup ils aient quand même aussi le même tronc commun? Et la deuxième, c'est est-ce que tu pourrais après dupliquer ce process d'onboarding à d'autres départements que le département recrutement parce que du coup tu montres que ça marche bien? Dupliqué, oui, 100%. Est-ce que j'ai fait refaire l'onboarding? Non, pas tout l'onboarding. Je leur ai fait refaire le training Data Protection. Oui, Voilà. la base de la base pour être sûr qu'au moins ça, ce soit pareil, partout pareil. Voilà, donc j'aurais fait refaire ça. Et après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des trainings vidéo qui sont Ouais. disponibles sur notre plateforme LMS, où n'importe qui peut aller retrouver une vidéo en format bite size sur tel ou tel point des outils. Ok, Voilà. Et trop bien. après, on a un wiki. Voilà. Oui, comme ça, tu as des trucs en plus à rajouter. Est-ce que t'as pu mesurer ça? Du coup, tu disais la mesure de l'onboarding, c'est très difficile à faire parce que forcément, il y a plein de paramètres après qui rentrent en compte. Qu'est-ce que tu as essayé et qu'est-ce qui marche en mesure par rapport à ce cas-là en particulier? Ouais. Alors, on a deux mesures véritablement. Donc, la première, c'est le taux de satisfaction des nouveaux. Voilà. Donc, c'est important. Donc, sur une échelle de 1 à 5, on tourne entre 4,6 et 4,9 sur les 5 dernières années. Et c'est très drôle parce que quand on a des groupes qui sont majoritairement européens, la note est plus basse que quand on a des groupes qui sont majoritairement américains. Parce qu'on a la note plus ferme Oui, en Europe. tu mets Voilà. jamais un 20 sur 20, un 10 sur 10. Bah non, 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 Par c'était bien, principe, mais bon, voilà, c'était pas fait, enfin voilà, c'était pas c'était pas mal. exceptionnel, tu vois. Voilà. Donc du coup, c'est voilà. Bon, après, voilà, c'est bien que les nouveaux soient contents de l'onboarding, hein, c'est intéressant. Est-ce que ça mesure véritablement l'onboarding Mm, mm. lui-même? Je suis pas certaine, mais au niveau entreprise, c'est quelque chose qu'on aime bien. Ça fait bien sur les process internes. Voilà. La deuxième chose que j'ai essayé de mesurer, c'était est-ce que bah, un meilleur onboarding accélère le premier recrutement des Ah oui. recruteurs qui viennent Mm. chez nous. Voilà. Donc là, ça on mesure la vélocité. Voilà. Hyper dur ça, ouais. Non, voilà. Et le truc, c'est que en plus, bah, chez Datadog, on a deux grosses équipes recrutement. Donc, on a Tech et Biz, avec des corps de métier qui sont excessivement différents. Un time to hire qui est là aussi excessivement différent. Donc, c'est très difficile d'arriver à dire, bon, bah voilà, oui, c'est effectivement mieux. Donc, est-ce que grosso modo, on peut dire que ça a amélioré? Oui. Hmm. Est-ce qu'on peut véritablement le mesurer? Non, voilà, c'est une moyenne. Ouais, mais c'est Donc logique. globalement, c'est mieux,
Mais je pense que fondamentalement, l'onboarding, c'est pas nécessairement le premier recrutement qui compte, c'est tout le futur. Et Ouais, d'avoir une meilleure base, c'est comme quand tu construis les fondations d'un bâtiment. Si tu construis sans faire de trous pour mettre des fondations, et ben au premier coup de vent, je plouf. Voilà. mm. Et je pense que fondamentalement, l'onboarding, ça gère des problèmes qui arrivent plus tard et ça améliore la qualité des recruteurs à beaucoup plus long terme que le premier recrutement. Ok. Trop intéressant et je te rejoins, l'onboarding souvent il est assez bâclé. Alors de manière globale dans l'entreprise, l'onboarding est bâclé. L'onboarding des recruteurs et recruteuses, pareil, parce que souvent quand tu recrutes dans l'équipe recrutement, c'est que tu as vraiment des problèmes de croissance et du coup tu veux très vite qu'ils aillent te closer des postes et donc du coup tu te dis j'ai pas le temps de les mettre pied à l'étrier et bah, c'est des problèmes pour plus tard, donc je te rejoins à 400%. Tu aurais un deuxième exemple de ce que tu aurais pu mettre en place du coup un projet Recops que tu aurais pu mener? Oui, alors j'en ai un autre qui est plus un mix sur système et process. Ok, Donc c'est... Oui, bah oui, sinon c'est pas drôle. Euh, donc c'est... Je sais même pas comment l'expliquer à la base, mais pour donner le contexte, chez Datadog, on recrute 90% plus de nos postes sont sous le format hybride, donc 3 jours par semaine au bureau et 2 jours en télétravail si tu veux, ou 5 jours au bureau. ok, Mais les candidats, c'est pas nécessairement ce qu'ils recherchent et ils tentent. Voilà, moi je voudrais être remote, mais je tente quand même de postuler sur le poste. Donc on avait des annonces qui étaient très claires, hein, c'était écrit très très clairement ouais, que c'était hybride. Et pourtant, on recevait excessivement de candidatures qui voulaient du remote. Voilà. Donc, ça pose un gros problème pour les recruteurs, ça crée de la frustration parce que quand ils les avaient au téléphone pour l'entretien recruteur, euh, voilà, bah, c'était pas nécessairement clair dès le début et les recruteurs étaient très très frustrés parce qu'ils pensaient qu'ils perdaient énormément de temps là-dessus. Voilà. Hmm. Et bah, c'est difficile hein, de dire sur le CV, cette personne-là elle va vouloir que du remote. Donc bon, voilà. Et on avait une problématique qui était sous-jacente là-dessus, sur la conformité, autour des permis de travail. Voilà. On recrute dans au Ok. moins 12 pays hein, actuellement. Et on a quand même pas mal de candidatures qui viennent de candidats qui ne sont pas nécessairement basés dans le pays ou qui sont basés dans le pays mais qui n'ont pas un permis de travail leur permettant de travailler à temps plein. Ok. Voilà. Donc c'était deux grosses problématiques qui a frustré beaucoup les recruteurs. Donc comme je fais tout le temps dans le recrutement, je commence par dans le recrutement, dans le Recops, je commence par des tables rondes pour demander aux gens, moi je pense que vous avez ce problème-là. Mais est-ce que vous l'avez véritablement? Et Oui. donc, récolter du feedback là-dessus pour voir si on peut quantifier sur est-ce que c'est un vrai problème qui mérite qu'on se pose sur une amélioration de process. Voilà. Donc là, bah, effectivement, il s'est avéré que c'était le cas. Et donc, après, j'ai regardé sur l'ATS qu'est-ce qu'on peut faire dans les limitations de l'outil et qu'est-ce qui est légal de faire. Parce que selon les pays, on ne peut pas toujours poser les mêmes questions aux futurs candidats. Donc la solution, ça a été d'ajouter 2 questions à chaque candidature. Évidemment, il a fallu faire valider ces questions par l'équipe légale, Mhm. valider la formulation de la question et qu'est-ce qu'on pouvait en faire. Donc ces deux aspects-là. La première permet aux candidats d'indiquer clairement où est-ce qu'ils sont prêts à travailler. Donc ils ont une liste de tous les bureaux de Datadog et tous nos coworking space. Et on a aussi l'option remote. Et ils peuvent en cocher autant qu'ils veulent. Voilà. Ok. Euh, donc ça, c'est la première chose, c'est une liste finie et ils font une sélection là-dessus. Et la deuxième concerne l'autorisation de travail. Donc on leur demande 3 choses et là aussi, ils sélectionnent. Est-ce que vous pouvez travailler sans restriction? Est-ce que vous avez un permis de travail actuellement mais vous aurez besoin d'être sponsorisé pour un permis de travail plus tard? Ou Ouais. est-ce que vous avez besoin d'être sponsorisé maintenant? Voilà. Et en ayant ces 2 questions et donc les réponses là-dessus, ça permet aux recruteurs de filtrer directement quand ils reçoivent les candidatures, de filtrer les gens qui travaillent, mettons à Paris, si c'est là qu'ils recrutent, et qui n'ont aucune restriction, parce que selon les postes, on peut ou on ne peut pas faire de sponsoring pour le visa. Ça, c'est voilà, Hmm. c'est malheureux, mais ça dépend pas de nous. Bien sûr. Euh, donc du coup, pour les recruteurs, ça leur permet de filtrer là-dessus et de faire passer en premier ces candidatures-là pour les regarder en premier. Après, si le poste s'ouvre ailleurs, ça permet de faire remonter les candidats qui avaient sélectionné d'autres lieux.
Et donc, ça permet de valoriser notre database pour le futur. Ouais, ça te fait du vivier en fait, pour demain, sans ça, et ça te fait ça qualifie les profils de candidature dans ton ATS, ce qui n'est pas toujours le cas, quoi. Voilà, et en plus, bah, on fait faire le travail par les candidats Bah oui. qui nous disent eux-mêmes ce qu'ils veulent. Parce que si on attend que les recruteurs mettent des tags pour le futur sur des profils qui les intéressent pas maintenant, ça devient très très difficile. Donc je pense que ça ajoute une vraie valeur à notre vivier pour le futur. Trop intéressant. Et comme tu dis, souvent en tête, on s'imagine que c'est des trucs extrêmement compliqués que tu mets en place en RecOps. Pas forcément. Justement, le but, c'est quelle est la. Enfin, c'est un peu une logique de design thinking. Presque, tu vois, tu dis genre la solution la plus simple à ton problème le plus douloureux. Pas forcément, nécessite pas un truc dingue. Ça peut être juste, tu vois, là, c'est des filtres dans la candidature, mais ça répond à un pain point majeur où quand tu comptes le nombre de temps qui a été perdu en précal par des gens parce qu'ils se rendent compte à la fin que finalement ça marchait pas, bah, du coup, quand tu combines tout ça, toi, tu as mis en place une solution très simple, gratuite, mais qui résout à ce pain point. Donc, pour moi, c'est intéressant comme la démarche que tu dis là, quoi. Alors, c'est pas nécessairement facile, hein, comme ça, Bien tu sûr, te dis, ah ouais, non, mais c'était super simple comme solution, mais a c'est un posteriori. projet qui a pris 6 mois. Bah, c'est ça, bien sûr, parce qu'il faut que tu te mettes d'accord sur comment, pourquoi, sur les catégories. Enfin, t'as plein de choses, mais c'est en gros, enfin, je veux dire, c'est pas besoin de créer, tu vois, genre un outil dédié ou autre, quoi. Enfin, des fois, c'est des trucs plus simples que ce qu'on s'imagine que ça peut être, quoi. Oui. Mais aussi, il faut bien voir qu'en tant que RecOps, on est excessivement soumis aux limitations de nos outils. Ah bah, Et je passe mon temps à dire aux gens, c'est pas Salesforce notre ATS. pas encore, pas encore. Voilà. Donc, malheureusement, c'est pas Salesforce, on n'a pas toutes ces capacités-là. Et donc, ça restreint aussi beaucoup. Et c'est pour ça que d'avoir quelqu'un qui fait exclusivement du RecOps et qui est très familier avec toutes les limitations, ça va permettre d'augmenter ce qu'on peut faire avec les outils. Mm, mm. 100%. Trop bien, trop intéressant. Est-ce que tu aurais un troisième, du coup, et dernier cas pour la route de trucs que tu aurais mis en place allez, un truc encore plus rigolo. Euh, alors, je sais pas si c'est rigolo, mais c'est c'est un cas très très concret. Et si vous ne vous en occupez pas actuellement, euh, clairement, je fais passer le message. Ouais. Allez discuter avec vos équipes sécurité cette année. C'est super important et c'est beaucoup plus présent en Europe qu'on peut le penser. Euh, donc, la problématique, c'est les faux candidats ou les candidats frauduleux avec une intention malveillante. Voilà, donc c'est ça l'idée. C'est des personnes qui postulent avec l'objectif d'intégrer une entreprise pour des raisons qui ne sont pas l'emploi lui-même. Donc c'est un enjeu de sécurité et ou de fraude. Et pour l'instant, dans ce qu'on entend par dans le public, on penserait que c'est cantonné aux États-Unis, mais pas du tout. Hmm. Donc, sur le sujet, en tant que RecOps, je ne travaille pas seule. Je collabore très étroitement avec l'équipe sécurité. Donc, c'est pour ça que je Ta suis nouvelle chez eux passion, pendant ouais. quelques mois pour en apprendre plus. Donc, l'équipe sécurité, l'équipe légale, l'équipe RH, parce qu'on essaye de capturer tout le process des gens qui entrent dans l'équipe. Donc, depuis la candidature jusqu'à l'onboarding, voilà, en dehors de l'équipe recrutement. Et donc, la problématique principale, c'était bah, comment on dit ça aux gens, comment on les forme, comment on leur apprend tout ça. Donc, il fallait s'assurer que les recruteurs connaissent l'existence de ce risque. Et ça, c'était vraiment nouveau. Et c'est un problème qui est un peu douloureux parce qu'il faut vraiment faire la différence entre ces candidats, ces faux candidats frauduleux et les gens qui utilisent l'IA Hmm. pour améliorer leur CV. Et ça, généralement, il y a potentiellement une confusion sur non, mais c'est un CV IA, donc c'est un faux candidat. Alors que c'est pas nécessairement ça. Donc, ce qu'on a fait, c'était une formation. J'ai formé, je suis allée discuter avec les gens de la sécurité, j'en ai appris plus, et après, je suis allée former les recruteurs sur le risque et comment reconnaître bah, les drapeaux rouges qui font ouais non non faut peut-être faire attention là. Hmm. Donc quand on regarde sur les CV, les profils LinkedIn, mais aussi pendant les entretiens recruteurs, donc si on a des gens qui nous parlent de choses qui sont pas sur leur CV, on se dit c'est pas très bien comme Hmm. ça. Hmm. Entendre des gros bruits de fond, comme si le candidat était dans un call center. Des gens qui ont l'air surpris quand on leur dit ah oui, alors t'es basé à Paris? Et oui, oui, oui. Donc voilà, donc toutes ces choses qui nous mettent la puce à l'oreille, ce sont des choses sur lesquelles on a formé les recruteurs. Et la deuxième étape, ça a été de définir un process clair. Qu'est-ce qu'on fait lorsque moi, en tant que recruteur, je pense que je suis face à un faux candidat frauduleux?
Voilà, parce que après, voilà. Et qu'est-ce qu'on fait si un hiring manager ou un intervieweur m'a dit, bah moi j'ai vu quelqu'un en entretien et je pense que, voilà. Donc là, j'ai créé un formulaire. C'était la première itération, c'était un formulaire. Donc voilà, parce que on peut pas donner accès à tout l'ATS, à toute l'équipe sécurité. Mm. Donc j'ai créé un formulaire pour leur transférer ces informations, pour que quand un recruteur pense qu'il y a quelque chose de douteux, ils puissent remplir le formulaire, c'est envoyé à l'équipe sécurité qui fait sa magie sur Analyse, est-ce que ouais. c'est une vraie personne ou pas, Ok. et qui après revient. Et donc moi je sers de pivot entre toutes ces équipes comme ça, parce que bah, des fois, si c'était quelque chose qui devait être vraiment mauvais, on mettrait l'équipe légale à l'intérieur, etc. Mm, Donc mm. pour l'instant, je croise les doigts, tout va bien. Mais c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on se pose et qu'on regarde. Après, le formulaire, ça crée beaucoup de friction parce que bah, il faut mettre beaucoup d'informations. Voilà. Mais c'est une solution. Voilà. Donc là, ce qu'on est en train de, sur la chose sur laquelle on est en train de travailler avec des ingés, c'est d'avoir je sais même pas comment ça s'appelle en français, mais quand, tu sais, quand tu rejettes un candidat, nous, on doit mettre une raison pour laquelle on l'a rejeté. Mm, Voilà. mm. Et Ouais, donc, ton l'idée, motif c'est de de... rejet, je dirais, mais Ouais, voilà. c'est un peu Donc moche. la raison pour Ouais, laquelle on l'a ouais, voilà. rejeté. Ouais. Donc je suis en train d'en travailler sur une qui serait complètement customisée là-dessus, qui sera, mettons, suspicion de faux candidats frauduleux. Voilà. Et ça triggera une alerte dans l'équipe sécurité Ok. qui pourra aller regarder comme ça. Et pour le recruteur, ils auront juste à mentionner dans une note, bah voilà, j'ai l'impression qu'il était dans un call center, le profil correspond pas à ci, correspond pas à ça. Ou alors, c'était un deepfake en face de moi. Ouais, c'est ouf. Mais bon. Et ça a marché du coup, le process? Enfin, t'as du retour sur ça? Ah bah ça, c'est pas encore fait, c'est en cours, hein, je travaille Ah, dessus. c'est en cours, ok, d'accord. Je travaille dessus. Mais juste avec le formulaire qu'on a Ouais. mis en place mi-juin, on a eu 33 signalements qui ont été faits par les recruteurs. Donc c'est quand même pas mal. Alors après, est-ce qu'ils sont tous frauduleux? Non. Est-ce qu'il y a aussi tu sais, ce qui est l'overemployment, donc les gens qui essayent de se faire embaucher par plein de boîtes en remote? Il y a une partie qui est comme ça, et une partie où c'est juste des gens qui ne sont pas bons en entretien. Voilà. Mais c'est quand même, c'est un process qui fonctionne. Est-ce qu'on peut l'améliorer? Oui, c'est pour ça qu'on fait une deuxième itération. Trop bien. Oui, ça aussi, ce qui est important dans ce que tu dis là, enfin, je ne veux pas revenir sur le process en tant que tel, mais le fait que tu fais une première chose, tu vois si ça marche, et après, du coup, tu améliores. Tu vois, il y a beaucoup de boîtes que moi je vois au quotidien où ils ont un process qui est là depuis des années et qui n'est pas amélioré parce que c'est le process. Alors que non, justement, enfin, s'il y a un truc, s'il est défaillant, slash, s'il est améliorable, bah, faisons-le. Et je pense que le rôle du RECOPS aussi, ça va être de faire ça, de toujours trouver une manière d'améliorer sans pour le coup, enfin, avoir cette logique de chercher encore et encore un truc parfait parce que ça n'arrivera pas, mais de toujours se dire est-ce qu'on peut faire mieux encore. Faire une V2 qui marche mieux que la V1, faire une V3 qui marche mieux, et avec des stats, des chiffres qui te permettent de monitorer ça, quoi. Et je pense qu'en fait, on essaye beaucoup, autour de moi, ce que je vois beaucoup, c'est d'arriver à la solution parfaite du premier coup. Mm, Ah, mm. ce serait parfait, hein. Mais je pense que souvent, le mieux est l'ennemi du bien. Et est-ce qu'on pourrait pas apporter une solution maintenant, euh, plutôt que d'attendre pour avoir la solution parfaite? Mm, mm. Donc personnellement, c'est comme ça que je fonctionne. Est-ce qu'on peut 100% d'accord avec améliorer toi. un peu maintenant, faire une amélioration de la qualité de vie maintenant, et itérer pour avoir une meilleure solution après? Non, mais c'est une bonne approche et c'est ça qui fait que enfin, les équipes DevOps font la même approche, tu vois. Genre, c'est toujours ça. Tu commences petit et après tu montes petit à petit. Parce que sinon, tu perds les gens aussi. Enfin, demain, tu mets en place des process et des outils trop rigoureux, tu perds tes recruteurs et tes recruteuses et ils l'appliquent pas. Et ça sert à rien d'avoir des process incroyables si personne ne les respecte. C'est pas ouf, en tout cas. Par contrainte de temps, on va passer le jeu numéro 2, passer directement, si tu veux, à la partie 3. Je t'apprends rien, je pense, en te disant que l'IA est un peu rentrée dans nos vies en force depuis 3 ans. On parle beaucoup de l'IA et du RECOPS. Et d'ailleurs, enfin, je tombe le jour sur un article qui mettait que c'est grâce à l'IA que le RECOPS va vraiment devenir un truc fondamental. Ok, pourquoi pas. Ma première question pour toi avant ça, c'est peut-être parler un peu de compliance. Toi, je suis sûr que tu mets en place plein de choses dans l'IA, dans le recrutement chez Datadog. Comment tu t'assures que c'est compliance? Comment tu t'assures que c'est sécurisé dans ce que tu mets en place? Est-ce que c'est toi qui as ce rôle de garde-fou ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Bon, t'as deux questions en une, débrouille-toi. Débrouille-toi. Euh, alors, ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre de beaucoup de choses, oui. Je pense que quand on parle de compliance et quand on parle d'IA, de toute façon, ça dépend de quel pays dans lequel tu opères.
De fou. Voilà. Ouais. Nous, on opère dans l'État de New York qui a une législation sur l'IA et qui interdit la prise de décision automatisée Mhm. pour le recrutement. Voilà, donc ça c'était le truc de base. Et évidemment, il y a l'omnibus européen là-dessus. Euh, et ça, c'est la première chose. Et je pense qu'on peut dire, oui, bah, on va aller, oh, c'est super cool, on va avoir un IA, etc. Mais pas, on peut pas y aller sans avoir fait l'étape compliance avant. Et je pense que si on le fait pas avant, on donne de faux espoirs à tout le monde en disant, ouais, regarde, il y a un super outil qui va être là. Euh, Si on va pas regarder avant, est-ce qu'on peut l'utiliser? Ça va être très difficile. Voilà, donc je pense qu'il faut mettre un garde-fou de base là-dessus. Mais une fois qu'on a ça, et une fois qu'on a vérifié que l'outil ne fait pas ça, bah c'est bon, on peut y aller quoi. Ça va être très simple, ça va être un oui ou ça va être un non hein, sur l'évaluation de l'outil et de l'IA ou même de la feature dans l'outil qu'utilise l'IA. Euh, Si on fait la partie compliance dès le départ, ça va être une réponse très simple, ça va être oui ou non. Et si c'est oui, bah c'est bon, on est parti. Puis si c'est non, bah tant pis. Mais au moins on a le garde-fou qui est là depuis le début et qui permet de ne pas entretenir la confusion dans ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire. Mais alors je sais pas si sur ta réponse, est-ce que ça va permettre, est-ce que ça va faire partir les récops ou pas, mais je pense que ce qui a changé fondamentalement, ce que j'ai vu en 2025, c'est que l'IA est véritablement devenue de l'IA dans les outils recrutement. C'est plus juste l'algorithme qui te triait les CV, mais on te vendait ça comme de l'IA parce que ça fait vendre. Maintenant, c'est devenu un vrai support pour, euh, pour véritablement supporter, le support qui supporte, pour aider à la rédaction des emails, structurer l'information, structurer le support aux recruteurs, sans remplacer la décision humaine, pour véritablement améliorer. Et après, plus on rentre dans des outils techniques, et plus on a besoin des récops pour faire cette technicité-là, et s'assurer que les outils qu'on a mis en place continuent de fonctionner, parce que plus c'est technique, plus ça bug. Mmh. Évidemment, mais sinon c'est pas drôle. Et du coup, avant de rentrer justement dans l'impact de l'IA dans le récop, c'est mes micro-questions que tu m'as fait parler par rapport à ça. Il y a plein de, tu vois, genre moi j'ai des clients qui me demandent comment savoir si un outil il est, du coup, il est compliant ou pas. Je te donne un exemple. Tu as aujourd'hui plein d'outils de sourcing qui te disent on a plus de données que LinkedIn, on a plus d'1 milliard de CV, et en fait tu sais pas d'où vient cette data et ils te le disent pas. Comment savoir quand tu es aujourd'hui RH et que tu parles à un vendeur d'outils si il est compliant ou pas? L'IA, c'est une black box, hein. C'est la magie de l'IA. Personne te dit à quoi. Alors, pour ce qui est, tu vois, nous, quand on évalue ce genre de choses et qu'on l'évalue à New York, ils sont obligés de produire un audit annuel là-dessus. Donc, ça, c'est la première chose. Après, moi, je le fais pas toute seule. J'inclus toujours l'équipe légale et l'équipe legal privacy là-dedans parce que ils ont accès à plus d'informations, plus pas de jurisprudence, mais plus d'informations techniquement là-dessus. Et ils ont des questions qui sont différentes, qui vont rentrer dans tout le process RGPD là-dessus. Je le fais pas tout seul. Je pense honnêtement qu'on peut pas faire ça tout seul à notre niveau en tant qu'RH ou en tant que Recops ou recruteur. C'est juste s'embourber dans un truc où on n'est vraiment pas sûr. Ouais, On essaye de nous vendre quelque chose, donc est-ce que ça va être complètement transparent là-dessus? évidemment que non. Euh, voilà, surtout quand on vend un outil à des gens qui vont l'utiliser et qui donc ont, voilà, moi je suis investie dans avoir le truc. Donc faire venir quelqu'un qui est pas du tout investi dans le gain de temps ou le gain d'utilité, ça permet de poser des questions plus approfondies et qui potentiellement amèneront plus de clarté sur est-ce que c'est vraiment OK. Ouais, est-ce que c'est vrai, est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que c'est pas un truc complètement fake que tu me vends comme un truc qui est compliant? Toi, Voilà. tu verrais quoi comme du coup impact de l'IA dans le récop? Enfin, tu vois, c'est vrai qu'il y a, dans mes 5 épisodes là que je fais à la suite, t'en as un qui est carrément entier dédié à l'IA et au récops, et enfin que j'ai déjà enregistré même si c'était avant celui-là, bon whatever. Mais c'était assez intéressant du coup ce que tu as raconté. Toi, c'est quoi selon toi l'impact de l'IA dans le récops? Ça va changer quoi? Alors, je pense pas que fondamentalement ça va changer quoi que ce soit.
sur la base, l'émission dont on a parlé plus tôt, je pense que ça va pas changer quoi que ce soit là-dessus, sur le tronc commun. Euh, Est-ce que, plus qu'un changement de métier, on parle pas d'une amélioration, d'un support, comment on dit ça en français? Je sais plus. Dis-le en Est-ce anglais. que est-ce qu'on va pas booster en fait Ouais. le Recops plus qu'autre chose? Euh, Honnêtement, perso, je pense plus sur ça va juste nous donner un gros boost sur tout ce qu'on fait et voilà, on va devenir Iron Man du Recops en étant boosté par l'IA là-dessus. Euh, voilà. Donc après, le recrutement, ça reste quelque chose qui est fondamentalement humain. C'est comme la vente, on achète à quelqu'un, on a plutôt qu'on achète un produit. Donc c'est quelque chose qui reste là. Les candidats, quand on en parle sur le marché, ils sont pas vraiment super chauds pour avoir un entretien avec un agent IA. Donc du coup, je pense que cette relation va rester, cette relation humaine va rester. Et pour le Recops, ça va être juste de l'amélioration, de l'empowerment, voilà, enfin, je sais pas, de l'empowerment, c'est pas très français mais c'est comme ça, C'est pas grave. qui va être là-dessus. Euh, donc après, enfin LinkedIn donne des chiffres disant que les outreach qui sont faites via l'IA marchent mieux. Parce qu'ils veulent te vendre Moi, je aussi suis leur là. outil, donc fair enough. Mais tu vois, je suis même pas sûre que ce soit juste ça. C'est est-ce que un outil IA qui a accès à de l'hyper-personnalisation de manière automatique fait pas le travail mieux que le recruteur lambda moyen Copier-coller. qui a pas Ouais. nécessairement personnalisé son truc? Donc, est-ce que c'est vraiment l'IA qui fait un meilleur travail ou est-ce que c'est la personnalisation qui fait un Mm, meilleur mm, travail? mm, mm. Tu vois? Et je pense que l'IA apporte une vraie valeur au Recops là-dessus, avec des petites automatisations intelligentes et l'amélioration des points faibles historiques à des process, avec des choses que bah, on n'a pas nécessairement le temps de le faire, on n'a pas nécessairement les capacités de le faire, on n'est pas des développeurs hein, aussi, on a tout un tas de limitations liées aux outils. Donc voilà, moi j'utilise des custom GPT à tort et à travers pour m'aider au quotidien. Donc, par exemple, oui, pour répondre aux gens qui me disent ouais, ça marche pas ceci ou cela, c'est le wiki, mais le custom GPT va aller chercher le wiki, va faire la réponse et j'ai juste à faire un copier-coller du truc, quoi. Donc, ça aide à améliorer les étapes qui sont généralement bâclées par manque de Mm, mm. temps, mais plus qu'un remplacement, c'est vraiment un support, un empowerment je pense, du Recops. Hmm. Non mais trop bien et d'un autre truc aussi tu vois que je vois là-dessus c'est les jusqu'à présent c'est comme en fait le même rôle que les product managers qui du coup jusqu'à présent devaient attendre que des devs et des designers leur fassent des protos. Là du coup avec du vibe coding tu peux faire des protos en 5 minutes et du coup tu vois genre tu peux te servir de ça non pas pour construire des outils Recops mais pour du coup imaginer à quoi ça pourrait ressembler et après du coup tu construis ça sur le long terme. C'est un autre Et impact tu voilà. vois, de l'IA. Le vibe code te permet tu gagnes du temps sur le début et sur transformer tes rêves en réalité et par contre, tu construis un truc qui est compliant, qui est sécurisé, etc., etc. Ça te permet de faire des proof of concept pour C'est dire, ça, bah regarde, moi j'ai fait ça, ça marche. c'est ça, Maintenant, il me faudrait, il me faudrait un dev pour m'aider à c'est faire un ça. vrai truc Viens, on qui fonctionne industrialise. voilà. Trop bien. Dernière question pour toi, cette partie, c'est comment tu restes à jour en tant que Recops. C'est quoi tes pratiques pour toujours te tenir au courant de ce qui se passe dans le monde, dans ce monde-là? Bah, il n'y a pas de miracle. Je fais de la veille. Je pense que honnêtement, la veille, c'est un sous-pilier du métier Ouais, de Recops. Rester en permanence à l'écoute de ce qui se fait, ça veut dire aller assister à des webinars, écouter des podcasts comme Tam Tam. D'ailleurs, je te fais de la pub merci pour le placement là-dedans. de produit. Placement produit discret et tout. Et puis après, moi personnellement, je suis assez active dans la communauté du recrutement. Il y a plein de groupes Facebook. C'est la seule raison pour laquelle j'ai encore Ouais, Facebook, mais je parce suis que ben, d'accord. la communauté du recrutement est là-dessus. J'ai deux grosses newsletters que je suis principalement. Donc il y a le Recruiting Brain Food de Hungly. Voilà, si vous parlez La base de anglais, la base, ouais. voilà. Et il y a Sourceur non peut-être de Nicolas Darcy, qui est principalement en français, mais bon, avec des articles anglophones. Mais enfin bon, utiliser Google Translate ou Oui, DeepL de fou. pour voilà. Mais je pense qu'avec les deux là, et puis ils font aussi des webinars, ils font le Brain Food Live et Sourceur non peut-être live, SNP Live.
Honnêtement, c'est la base. Et en fait, une fois que vous aurez un noyau dur d'articles, de gens, bah, on commence à suivre d'autres personnes, mettons sur LinkedIn, sur Twitter, voilà, là aussi, voilà, sur les réseaux sociaux, là où ils sont, pour les suivre, pour voir ce qu'ils racontent, ce dont ils parlent. Et ça va vous amener à plein de branches qui vont donner des informations brutes. Et là, à vous de les traduire en choses utiles. Mais c'est une partie du travail Recops. Ouais, tu dois toujours dans l'équipe recrutement être la personne qui, en théorie, sait ce qui arrive, ce qui va arriver plus que tes collègues. C'est ton rôle de mettre en place des choses. Et après, en même temps, je pense que c'est pas grave aussi de pas non plus faire ça à 100% du temps, parce que sinon tu pètes un câble. Et aujourd'hui, t'as tellement de contenu qui est généré par plein de gens. Enfin, tu vois, tu parles, genre même sur un LinkedIn, il y a tellement de posts sur le recrutement que t'es là, genre flemme en fait. Tu peux pas être au courant de tout ce qui se passe. Non, tu peux pas être au courant de tout ce qui se passe, tu peux pas suivre tout. Il y a aussi une grosse part où c'est nul. Enfin, ça a été créé Bien par sûr. une IA. Voilà, c'est de Ouais. l'AI slop, voilà. Mais je pense que si on part sur un tronc commun de newsletters, pour moi, qui sont Tout à fait. validés, ou au fur et à mesure des années, j'ai validé la qualité, ça permet de suivre des gens qui ont des conversations intéressantes là-dessus. Et après, tu fais de la veille, tu regardes ce qui se passe. Il y a des gens qui te parlent de trucs intéressants. Et puis après, tu vas mettre les mains dans le cambouis et essayer. De fou. Mais on n'attend pas de toi en tant que Recops que tu saches tout, sur tout, tout le temps. Et Bien c'est pas sûr. possible. Ouais, c'est impossible. De toute Parce façon, qu'on est des humains. sur aucun métier, bien sûr, tu peux faire ça. Ok, merci pour ça. J'ai du coup, dernière question qui sera la question finale de l'épisode, qui sera assez simple à répondre, je pense. En 2050, donc dans 24 ans, tu retombes sur cet épisode. D'une manière ou d'une autre, elle aura survécu à travers le temps et genre le drive sur lequel il est stocké, enfin le data center dans lequel il est stocké n'aura pas explosé ou quoi que ce soit. Tu réécoutes ça et tu te dis genre, waouh, c'est dingue ce qu'on disait il y a 24 ans. Je te réinvite dans 24 ans pour le même épisode où je te demande de parler de Recops. Qu'est-ce qui aura changé en 2050 dans le thème du jour? Cette question est très difficile, mais bon, c'est la dernière question. Tout, je pense que tout aura changé. Je pense que d'ici là, on aura des outils recrutement qui seront plus le parent pauvre du software. Et potentiellement, Skynet aura remplacé le Recops. J'adore. Du coup, on aura ce fameux collègue IA, il sera présent et ce sera notre collègue IA Recop. Qui, lui, par contre, on pourra lui demander qu'il sache tout parce que c'est un robot, donc il pourra tout savoir. Voilà, il pourra tout savoir. Et puis, quand on aura un stack technologique qui sera vraiment bien et qui fera tout, entre Skynet et le stack, on n'aura plus besoin de nous. Fair enough. Trop bien. Merci, Chloé. Hâte du coup, de te reparler dans 24 ans pour parler de tout ça. J'aimerais Pas de vraiment. soucis, je serai là. Ça serait marrant. En vrai, ça serait tellement curieux de voir à quoi ça ressemblera le monde du recrutement et le monde en général. Enfin, je sais pas si le monde en général, j'ai envie de le savoir, mais le monde du recrutement, pourquoi pas, ou who knows, d'ici ce temps-là. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je te mettrai aussi ton lien LinkedIn, ces gens vont aller voir du coup ce que tu fais sur Internet. Bon courage pour tous tes projets Recops, bon courage pour tes chats. Tes chats ont été assez actifs au début de l'épisode, un peu moins à la fin. Ils commencent à préparer la sieste de la fin Non, de ça y est, là matinée. maintenant c'est la sieste, c'est bon. Voilà, c'est ça. Donc tout va bien. Merci d'avoir accepté mon invitation et passe une bonne journée. Merci, toi aussi. À bientôt. Tu es arrivé au bout de l'épisode. Merci et bravo. Merci parce qu'on met du temps et du cœur à faire ce podcast avec tous mes invités. Donc en écoutant jusqu'au bout, ça fait grave plaisir. Bravo, car en écoutant Tam Tam, tu progresses dans ton recrutement, tu fais de la veille, tu challenges tes pratiques et ça, c'est vraiment chouette. Et si tu veux aller encore plus loin et te former avec Blendy, tu sais où me trouver. Maintenant, si ce podcast te plaît, tu sais ce qu'il te reste à faire. En parler au monde entier et faire des t-shirts à mon effigie. Non, on va pas aller jusque là, mais 3 choses que tu peux faire. Premièrement, aller mettre une bonne note sur Apple Podcast ou Spotify. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Deuxièmement, tu peux en parler autour de toi. Et 3, tu peux envoyer un petit mot doux à l'invité du jour si tu l'as trouvé pertinent. Je suis sûr que tu feras des heureuses et des heureux. Allez, à très vite pour un nouvel épisode de Tam Tam.